Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les samedis, lors de nos fins de semaine, nous faisons notre crypto rapport. Donc ici, on va aller se focaliser sur tout ce qui est news, sur ce qui sont des possibles catalystes et sur ce qui s'est passé au niveau global, hein, donc à travers le monde concernant le Bitcoin. On va d'abord regarder ce qui se passe au niveau global, donc les grosses news, et ensuite on va regarder, on va aller de continent en continent, donc on va voyager à travers le monde pour voir réellement ce qui s'est passé et on va finir avec les grosses institutions et voir ce dans quoi elles sont en train de travailler, principalement dans tout ce qui est blockchain et pourquoi pas en relation avec le Bitcoin, s'ils sont positifs ou négatifs vis-à-vis de leur position par rapport au Bitcoin. Ok. Donc on y va. Donc bien évidemment, rappelez-vous que toutes ces analyses, donc tous ces crypto-rapports, vous allez pouvoir les retrouver sur notre canal YouTube, le Trading Watch TV. Donc un grand merci pour tous ceux qui participent à ce canal et un grand merci à ceux qui m'amènent des news au quotidien, donc principalement Johan et Nadi qui contribuent toujours aux news que je collecte au quotidien et que l'on vient décortiquer ici pour vous. Donc un grand merci à eux et à tout le reste de nos participants ici dans le canal et aussi à mes insiders, donc ceux qui sont avec moi au www.ictune.com, ceux qui sont clients, ceux qui sont souscrits aux services et aux solutions et avec qui ben, j'ai toujours de l'interaction et qui ramènent toujours pas mal de choses super intéressantes, qui me font part de ce qu'ils découvrent et de ce qu'ils analysent. Donc un grand merci à tout le monde. Et donc voilà, donc là, le mois de juin est fermé et le mois de juin est terminé. Maintenant, on commence le mois de juillet, hein, donc dès demain. Donc, qu'est-ce que vous allez voir ici au www.institume.com? Là, cette semaine-ci, c'est notre dernière semaine et pourquoi? Juste avant le lancement de notre Global Crypto Research Q3, donc il va arriver entre le 5 et le 10 juillet. Donc là, on va faire quelque chose assez spécial. Donc bien évidemment, revenir sur la baisse, la rétrospective, le moment présent et puis la perspective et projection pour le prochain trimestre et semestre. Donc maintenant, on rentre dans le deuxième semestre et bien sûr, on reviendra sur pas mal de choses au niveau économique et global macroéconomique concernant les cryptos. Et bien évidemment, ben, pour tous ceux qui veulent avoir accès à nos services et nos solutions, ben, venez nous visiter au www.institume.com et ne vous inquiétez pas, vous allez avoir tous ces liens en description de vidéo ainsi que tous les liens qui concernent tout ce que l'on va regarder aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va. Numéro un. Ici, ben, on a un article qui revient un peu sur tout le côté négatif. Pourquoi? Je commence par ça. Bon, là, c'est pas trop grave, l'article ne veut pas se lancer, mais bon, ici, qu'est-ce qui se passe ici? On voit qu'on est dans une phase baissière, on est dans un bear market, ici on va dire à moyen terme, mais à long terme, on est dans une phase haussière, et réellement, il y a énormément de peur. Il y a énormément, au niveau des médias, au niveau, maintenant, il y a énormément de pages YouTube, de groupes YouTube, de crypto traders, et enfin, on a de tout, on a des YouTubers, tout le monde parle des cryptos et ainsi de suite. Et il y a un certain sentiment de peur qui est généré, il y a un sentiment d'incertitude. Beaucoup de personnes ne savent pas c'est quoi. On parle du mauvais côté des cryptos, que c'est pour les criminels, que c'est pour ci, que c'est pour ça, que c'est une bulle, que c'est un schéma de Ponzi, que ça va exploser, enfin que ça va tomber dans le sol, que vous êtes dingue d'investir dedans et tout ça. Donc il y a énormément de choses qui se passent, mais principalement, ben, il n'y a jamais rien. C'est que de la surface. Oui, une fois que vous avez une banane ou une orange, vous épluchez votre fruit, vous jetez les épluchures et on commente et on critique les épluchures. Les épluchures, bah, ce n'est pas ça qu'on mange, on mange réellement le fruit et on laisse le fruit sur le côté. Donc ça, c'est un peu cette analogie, hein. Donc ici, on est en train que tout simplement bah, critiquer les épluchures et le passé ou tel fait qui a été amplifié. Pourquoi bah, venant d'un commentaire d'une personnalité très forte ou d'une personne très riche ou un peu importe ou quoi que ce soit. Mais voilà, mais sans réellement qu'il y ait quelque chose de consistant. Donc voilà pourquoi je vous dis toujours au quotidien d'aller vous-même miner l'information, d'aller là. Et moi, ça a toujours été mon modus operandi, je me suis toujours basé sur ces choses-là. Donc peu importe ce que mon voisin dit, même si ma mère me dit, bah, mon fils, tu es dingue d'investir là-dedans, bah oui, maman, bah voilà, on n'est pas à la même époque. Moi, bah, je suis né dans les années 70, enfin, fin des années 70, toi, tu as 75 ans et plus. Et donc, bah, vois qu'on n'est pas dans le même monde, on n'est pas dans le même système économique et ni le monde a changé. Donc voilà, le risque que toi, tu prenais au début, on va dire bah, d'abord un travail à l'international et de bouger de ton Afrique natale et être là, t'enrôler pour aller dans le monde, ben voilà, ben moi c'est un autre risque que je prends aujourd'hui. Donc oui, tout simplement c'est ça. Là c'est pour vous dire que quoi, bon, on n'est pas les goûts, les couleurs, numéro un, ça ne se discute pas et le monde a évolué, mais il y a toujours des acteurs et certaines personnes qui malheureusement, bah, c'est comme ça. Et ici, ça peut même venir de grandes personnalités et de médias ben, qui vont, on va dire ça comme ça, manipuler la conscience générale et vous induire en erreur et vous amener dans une mauvaise direction. Donc ici, vous êtes indépendant dans votre prise de décision et ici dans votre prise de quoi? D'éducation. Vous devez aller vous éduquer, aller éliminer l'information. Vous allez dire, oui, mais il y a beaucoup quoi? Lorsqu'on pose des mauvaises questions, ben, il y a beaucoup de choses qui viennent à nous. Lorsqu'on pose les bonnes questions, bien formulées et les bonnes questions qu'on tape au bon endroit, ben, vous allez voir qu'il y a très peu de probabilités. Et là, c'est quoi? C'est un chemin qui est super étroit. Et donc là, ben, voilà, vous allez trouver facilement. Il est plus simple d'arriver à analyser 10 choses ou 5 choses
que d'avoir 1800 choses ou 2000 choses à regarder. Ouais, que là, un peu, c'est ce qui se passerait moi au quotidien. Donc voilà. Donc là, cet article, il ne veut pas se lancer, mais vous voyez, nous parler de ça en gros, mais en revenant sur certains points qui étaient clés, hein, la bulle, des bulbes de tulipes et ainsi de suite et tout ça. Donc ça, c'était réellement quelque chose de grand qu'on avait. Pourquoi est-ce que j'ai commencé par ça? Ben, dans cette période de baisse, il y a tout et n'importe quoi qui est en train de se faire. Il y a un hack ici, un hack là. Où on avait baissé, on était en dessous de 6000, mais on est revenu. Ben, c'était dû à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'il y a eu ce hack, ben, tiens, on est revenu nous remettre la fraude sur le pied, blanchiment d'argent et tout ce qui va avec. Donc il y a toujours énormément de choses. Mais bon, de ce côté-là, on va aller maintenant à Silicon Valley, donc dans le cœur de la bête, hein, donc là où tout ce qui est Facebook, les Microsoft, enfin tout ça, enfin Microsoft c'est à Seattle un peu plus haut, où tout ça est né. Et maintenant, ben, on va voir que quoi? Que vous avez ce qu'on appelle des whales, donc ce qu'on appelle des Waze, donc ce sont des gros investisseurs en Bitcoin. Et ici, un article qui nous parle de ça. Qu'est-ce qu'on a vu qu'en 2018, ça n'a peut-être pas été la meilleure année des cryptos, donc on va dire dans ce premier semestre, mais la richesse de pas mal de personnes est réellement montée. Hein. Et là, c'est quoi? Ben, la richesse était créée par ceux qui sont dans le long terme. Donc, ce n'est pas des traders, ce sont des holders, donc c'est des personnes qui ont acheté très bas et qui le maintiennent toujours aujourd'hui. Et maintenant, ben, un des exemples, ça vient de quoi? Ben, d'une des personnalités de Silicon Valley. Et certains d'entre eux ont commencé à utiliser le Bitcoin. Pourquoi? Ben, pour acheter des cadeaux qui sont évalués en millions, dont des diamants et d'autres articles super, super, super luxueux. Donc voilà, donc vous voyez qu'il y a des personnes qui arrivent à en vivre, mais vous voyez qu'ici on a parlé de quelque chose de comment dirais-je, on a parlé de quelque chose de bien concret ici, bah, c'est des personnes qui sont là dans le long terme et il y a des compagnies et des business maintenant qui ont commencé à faire quoi? Bah, qui ont commencé à publier autour de ça, donc donner des services où bah, ceux qui ont des crypto holdings puissent se permettre de dépenser cela, ouais, comme BitPay, WeRex, ainsi de suite et tout ça. Et d'un autre côté, ben, ouais, ici des personnes super connues comme Stephen Silver, un joaillier très très connu à Silicon Valley, ben, maintenant bah, que voit quoi? Ben, il est en train de voir, comme il dit ici, ces transactions qui ont monté de plus de 20%. Et là maintenant, ben, c'est quoi? Ben, sa compagnie a commencé à accepter des paiements en Bitcoin Cash, en XML. On va dire, oui, mais en Bitcoin, c'est quoi? Rappelez-vous, si vous venez dépenser des millions, ça ne vous coûte rien d'attendre 10 minutes et de payer 50 dollars, 100 dollars ou même 1000 dollars de frais. Vous dépensez cela en millions. Donc vous devez bien comprendre et faire la différence entre Bitcoin et d'autres cryptos. Il y a des cryptos qui sont faites par exemple pour ce genre d'article, acheter des diamants, acheter la Joconde, acheter une Ferrari, une Bugatti ou un jet privé ou ce que vous voulez ou un yacht. Et d'un autre côté, il y a des cryptos qui sont faites pour acheter du pain, pour payer pour du sucre, faire des petites transactions. Vous voyez que si je vais faire mon plein pour 60 euros, ben, j'ai pas envie de payer 60 euros encore de commission. Ça, c'est ridicule. Pour ça, je prends et j'utilise une crypto qui va me permettre de le faire et d'avoir des frais de transaction réduits. Vous voyez, donc ça, c'est cela. Mais d'un autre côté, ben, vous voyez qu'il y a des personnes à qui ça intéresse d'avoir du Bitcoin et là le Bitcoin a trouvé sa place. Donc tout simplement, là, il faut le comprendre là dans cet article ici. J'ai bien aimé cela. Pourquoi? Ben, parce qu'on montre vraiment l'utilité du Bitcoin. C'est quoi? Est-ce que le Bitcoin va vous permettre d'acheter? C'est à ce niveau-là. Donc vous voyez que là, le Bitcoin est dans une certaine catégorie. Bitcoin Cash, lui, ben, ce serait pour faire autre chose. Ben, quoi, payer un verre ici, payer une brique de lait, payer ma baguette de pain et ainsi de suite. Donc à ne pas confondre. Donc voilà. Donc même que, comment dirais-je, dans cette période de baisse, il y a des personnes qui ont fait des fortunes et rappelez-vous, ce ne sont pas les traders qui sont fortunés, ce sont les holders, donc ceux qui sont rentrés dedans il y a bien longtemps, donc les Roger Ver, encore d'autres personnes, et qui ont cela en holding. Pourquoi? C'est un stock de valeur, ils utilisent ça comme stock de valeur. C'est-à-dire quoi? Ils ont des millions, ils mettent leurs millions là-dedans. Bien sûr, sur base de diversification, ils ne vont pas all-in dedans. OK? Maintenant, on reste à Silicon Valley et on va maintenant quoi? Regarder les grosses institutions. Ici, bon, l'article, c'est pas spécialement correct de dire que tiens, juste parce qu'il y a Andreessen Horowitz qui est un des venture capitalistes très 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 connus, donc ça fait quoi? 10 ans qu'ils sont là que maintenant ils viennent de lancer un fonds 100% dédié aux cryptos, que cela va renvoyer les cryptos vers le haut. Non, c'est juste quoi? Bah tiens, ici on a un véhicule d'investissement et maintenant bah, on va mettre des choses en place afin qu'il y ait d'autres investisseurs qui nous donnent leur argent et que nous on prenne le risque pour eux. Tout simplement, c'est ça. Donc là, c'est quoi? Bah, c'est mettre des véhicules d'investissement sur place comme des ETF, ouais, comme le Grayscale, ainsi de suite. Nous, on s'allie pour donner un service à d'autres clients fortunés qui, après avoir acheté des diamants, bah, ils vont nous donner une partie de leur argent et que nous, on aille leur dénicher bah, des nouvelles pépites d'or, ces nouveaux diamants hein, qu'on va tailler demain et qui vont être les grosses compagnies. Donc ces startups d'aujourd'hui seront les grosses compagnies de demain. Donc ça, c'est ça. En gros, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Bah, c'est quoi? Bah, il y a toujours de l'argent qui arrive, il y a de l'intérêt, il y a des personnes qui sont prêtes à prendre un risque et là, bah, Andreessen Horowitz est ce véhicule d'investissement qui va leur permettre de naviguer. Ce qui a à naviguer, c'est une équipe compétente qui va pouvoir analyser les projets correctement et savoir dans quoi il faudra mettre des sous,
tout simplement, c'est ça. Donc là, que ça fait le tour hein, de pas mal de médiaspés. Donc là, ici, on a à partir de Crypto Daily, on en parle encore à Global Coin Report ici, on en parle encore dans Yahoo au sujet de cela. Et maintenant, ben, qu'est-ce qui est super intéressant aussi et qu'il faut souligner, c'est l'équipe qu'a constitué Andreessen Horowitz. Pourquoi? Parce que maintenant, dans leur équipe, ils ont pris une personne qui a travaillé dans ce qu'on appelle le law enforcement, donc une personne qui était au niveau du DOJ, donc du département de justice aux États-Unis, et c'est Madame Aoun. Exactement, donc Haun, qui elle a travaillé pendant plus de 10 ans, hein, si je me souviens bien, qui a travaillé au département de justice nord-américain, donc elle connaît bien le système légal nord-américain. Donc c'est quoi? Ben, par rapport ouais, à la régulation, à certains problèmes au niveau, bah tiens, ici, qu'est-ce qui se passe au niveau de telle crypto? Est-ce que celle-là, elle est régulée, non régulée par rapport à la loi? Si ça, et ben là, en ayant une personne qui a bossé et qui a travaillé dedans, ben, elle va savoir leur directement ben, dans quoi se mettre, comment se mettre et opérer aux limites de la loi. Ça, vous devez comprendre que maintenant, vous avez les venture capitalists qui commencent à faire cela, mais ça, c'est une pratique commune dans Wall Street. À Wall Street, on prenait pas mal de personnes qui étaient dans le gouvernement ou pas mal d'avocats ou des personnes qui ont bossé dans la loi. Pourquoi? Bah, pour être sûr que lorsque nous, on est en train de travailler, lorsqu'on est en train de trader, lorsqu'on est en train de faire des choses, on est à la limite de ce qu'on appelle des lits d'initiés. Donc, on est à la limite du légal. Donc, vous voyez que on va pousser le bouchon. Rappelez-vous, on a vu ça il n'y a pas longtemps. Hein. La semaine passée, je vous parlais d'un article dans lequel il y avait vu une amende à JP Morgan de 65 millions. Eh ben, c'est ça. On va opérer jusqu'au fait où ben, on va arriver, jusqu'à ce qu'on on vienne nous taper sur les doigts pour nous dire écoute, jusque-là, tu peux aller. Donc on sait qu'on a tout ça. On peut opérer jusque-là, on peut faire ça, ça, ça et ça. Et si on dépasse ça, on nous tape sur les doigts, mais payer 65 millions, ben, c'est rien. On est obligé de tester pour voir quelles sont les limites du système. Et ben ça, c'est fait. Et là, maintenant, bah, vous voyez qu'Andreessen Horowitz, en faisant ça, en prenant Madame Cathy Owen, eh ben, ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire, mais ils le font à ce niveau-là. Ben, pour savoir, bah, tiens, les ICO, jusqu'où on peut pousser. Ici, on peut pousser jusqu'où on peut aller investir de telle ou telle manière. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici, ici et là? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour maximiser les retours, maximiser les bénéfices et les retours sur investissement que l'on va faire? Tout ça, important d'avoir ce genre de personnes avec soi. Donc là, ben voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui se disent, bah, tiens, cette news, pourquoi est-ce qu'elle est vue aussi bien? Maintenant, il faut comprendre réellement ce qui est en train de se passer, comprendre la position de Andreessen Horowitz, comprendre aussi ce que ça signifie pour le monde crypto et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça, et ça va continuer à arriver. S'il y a ce type de véhicule d'investissement qui est mis sur pied, c'est qu'il y a de l'intérêt d'investisseurs. Rappelez-vous que ça, c'est un véhicule d'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben moi, j'ai décidé de faire un fonds, mais ce fonds, il est financé. Donc ce fonds, je reçois de l'argent d'un Rockefeller, d'un Rothschild, de qui que ce soit, qui lui n'a pas envie de prendre le risque à 100%, mais il me fait confiance vu que moi, ben, j'ai cette expertise, cette capacité d'aller dénicher des pépites au niveau des startups et après les amener à Wall Street. Rappelez-vous que ça, c'est le même chemin qu'empruntait Facebook avec bon, les frères Winklevoss, avec toutes les personnes qui étaient dans Facebook, avec Zuckerberg, et ainsi de suite, avant d'être le grand Facebook que l'on connaît aujourd'hui. Il y avait quelqu'un comme Andreessen Horowitz qui était là, et ce quelqu'un, c'était Peter Thiel, qui est un grand ami à Andreessen Horowitz, qui lui aussi donne un peu de capital à Andreessen Horowitz pour investir. Donc vous voyez que c'est un monde où tout le monde se connaît et c'est comme ça que ça fonctionne, mais vous devez réellement comprendre ce qui se passe là-bas. Ok, donc ici, il y a un autre article ici, et cet article-là, je vais le découvrir avec vous, hein, vu qu'il y avait un problème, vous ne voulez pas se lancer, là je l'ai rajouté ici. Donc ici on voit un nouveau trick, donc un trick c'est quoi? C'est un nouveau jeu, une manière, enfin même pas un jeu, une manière de faire, un nouveau truc qui permet aux exchanges d'artificiellement pumper leur trading volume. Vous voyez qu'on a souvent des historiques hein, lorsqu'on regarde nos pages CoinMarketCap, CoinCheckup, ainsi de suite, où on voit bah, quoi, ah, le volume de trade d'aujourd'hui de tel ou tel crypto c'était de autant de milliards. Ah, ben, apparemment bah, ici vous voyez que tout ça peut être artificiellement pompé, donc des chiffres faux. Donc rappelez-vous qu'à un moment donné, CoinMarketCap, parce qu'ils avaient fait, ils ont enlevé les volumes et les cotisations de prix qui venaient des exchanges sud-coréens. Pourquoi? Bah, vu que là-bas, les personnes opéraient avec énormément de volume équipé, enfin de volume, non, de levier, et que beaucoup de personnes là-bas payaient un premium en plus. Pourquoi? Bah, pour passer du won coréen et ensuite rentrer dans la crypto. Donc là, ça donnait... ça augmentait les volumes et ça donnait des, comment dirais-je, ça faussait les cotisations de prix lorsqu'on faisait la moyenne mondiale. Donc on a enlevé la Corée du Sud. Donc vous voyez que là, les prix réellement qu'on a, est-ce que c'est réellement ce prix-là? Ben non. Vous voyez que là, c'est le prix qui est affiché, mais non. Donc c'est de l'approximatif. Et maintenant, bah, ici, on nous apprend que quoi? Bon, ici, l'auteur de l'article met l'accent sur ce côté où on peut encore artificiellement pomper les volumes de trade que l'on voit. Donc là, bah, c'est quoi? C'est doublement falsifié, donc c'est doublement trompeur. Et donc là, ici, ben, et on revient là-dessus, qu'il y a certains exchanges, certains opérateurs d'exchange qui ont trouvé cette nouvelle manière de faire pour artificiellement pomper leur volume de trade. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont en train de récompenser directement les utilisateurs
En quoi? Avec leurs propres jetons natifs venant de leur plateforme. Et donc là, ben, ça, c'est, comment dirais-je, c'est une espèce de manipulation de type ICO, enfin, une manipulation qui se rapproche de la manière de faire des ICO. Donc là, vous voyez qu'il y a pas mal de choses là-dessus. Donc là, ici, je ne vais pas aller trop loin. Comme je dis, cet article, je viens de le mettre, donc je ne l'ai pas étudié à 100%, donc j'ai pas envie d'aller à gauche et de vous envoyer à gauche. Donc là, regardez-le et lisez-le à votre propre discrétion. Et donc moi aussi, ben, je vais continuer à faire cela. Mais là, on a quelques noms qui reviennent, hein. Donc là, directement, on pense au BNB, d'un côté, on passe à Huobi, qui aussi ont leur propre jeton natif, et ainsi de suite. Donc on se dit, bah tiens, ici, bah voilà, ouais, j'avais perdu, bon, BNB, le nom m'était venu, bah voilà, directement ici, on a Binance. Donc là, on se dit, bah tiens, ici, qu'est-ce qui est en train de se passer ici, réellement à ce niveau-là? Est-ce que c'est réellement les véritables niveaux que j'ai? Est-ce que c'est réellement les bons prix que l'on a? Vous voyez que maintenant, bah, ça ouvre la porte à énormément de questions. Et donc ici, ben voilà, hein, lorsqu'on voit ce qu'on a vu dernièrement, bah, on a vu une grosse baisse, la baisse ne continue pas, on est en train de stagner ici à ce niveau-là. On nous a parlé d'une falsification via le Tether, on nous a parlé de tel exchange, de tel ci, de tel ça, de tel hack, et tiens, maintenant il y a tout ça qui fait un tout. Donc vous voyez que c'est ça, il y aura toujours des activités suspicieuses, toujours un côté obscur, un côté sombre, et ça fait partie des risques que l'on accepte. Et ça, c'est dans tous les marchés. Ouais. On a tendance à enfler la chose, vu que c'est des cryptos, vu que c'est tout neuf. Donc voilà, c'est eux qui se ramassent toutes les pommes pourries. C'est à eux qu'on est en train de jeter des tomates et des œufs. Mais non, ça s'est passé avec Apple, c'est passé avec le gold, avec le pétrole, avec tout. Sauf qu'il y a des actifs qui sont bien mieux assis, bien mieux édifiés, je veux dire ça comme ça, dans les consciences et surtout au niveau des money masters, donc ceux qui contrôlent les flux de capitaux d'une classe d'actifs à un autre. Et les cryptos, ben, c'est embryonnaire, donc là, bah, tiens, ben, c'est ça, hein, ils veulent rentrer dans ce grand monde-là par la grande porte, ben, ils vont se ramasser ce qu'ils ont à se ramasser. Donc là, ben voilà. Ça, c'est le commentaire que je vais faire par rapport à ça. Donc là, comme je dis, ben voilà, ici, allez vous-même continuer à étudier cela. Et là, donc voilà. Alors, continuons maintenant. Et maintenant, on va aller ici. Cet article ici rejoint un peu ce que je vous ai disais, ce que je vous disais au niveau de Andreessen Horowitz et de comment dirais-je, de la contratation de Madame Cathy Owen, qui était au département de la justice pendant près d'une décennie, ainsi de suite. Et ici, on parle au niveau de la régulation. Et là, maintenant, comme l'article le dit, bah, si tu veux pas les battre, ben joins-toi à eux. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Bon, on a vu pas mal d'activités qui ressemblent à celles que l'on a vues au niveau de Andreessen Horowitz venant de d'autres institutions et qui ferait quoi? Bah, qui serait maintenant en train de contrater des services bah, d'anciennes personnes qui étaient dans le gouvernement, qui étaient des grands avocats, qui ont travaillé dans des gros cabinets, ainsi de suite, et ben maintenant bah, les prendre à bord. Pourquoi? Ben, pour leur permettre de savoir bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se faire à Capitol Hill, comment est-ce que, entre parenthèses, je ne veux pas dire contourner, mais qu'on peut opérer dans les limites du légal. Réellement, c'est ça. Hein. De te dire, ouais, tiens, c'est gros ce que tu dis. Non, c'est ça. Et dans cet article, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils reviennent dessus et ils reviennent ici réellement sur quoi? Sur les pratiques, que c'est une chose qui est monnaie courante à Wall Street. Vous voyez qu'ici, ils en parlent durant un moment donné, ils disent, bah oui, je pense que dans cet article, dans un des articles précédents que j'ai donné en relation avec cela, bah, ils vous expliquent exactement bah, comment est-ce que les grandes compagnies, bah, elles font tout le temps ça, et ça, c'est quelque chose de, comment dirais-je, c'est pas quelque chose de nouveau, mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça montre maintenant que toutes les compagnies qui sont dans les cryptos commencent à prendre du poids. Pourquoi? Parce que pour que je quitte ma place dans le gouvernement et que j'aille dans une compagnie du type comment dirais-je, crypto et ainsi de suite, c'est que ces compagnies prennent du poids. C'est que ça commence à intéresser, c'est qu'on en parle dans les couloirs de Capitol Hill, on en parle à Washington, ainsi de suite, et que oui, je vois que moi, avec ce que j'ai, je peux amener de la valeur là, et si cette compagnie grandit, ben, je grandis avec. Rappelez-vous, c'est toujours une histoire d'argent. On faisait voir un ancien, telle ou telle personne qui occupait tel ou tel poste et qui après ben, renonce à son poste et ça devient le conseiller de je ne sais pas quoi, ça devient ci, ça devient ça. Vous voyez que là, ce sont des choses qui se passent tout le temps. Et comme on dit ici, hein, c'est très important pour que les compagnies crypto puissent avoir à leur bord des personnes qui leur permettent de naviguer le système légal qui est très complexe. Donc vous voyez que là, ça sert à ça. Et maintenant que ces personnes-là qui travaillent dans le gouvernement, maintenant passent au niveau du secteur privé, et qu'est-ce qu'on a ici comme mot lucratif? Ça veut dire quoi? Money, money. Donc, cette compagnie grandit. S'il y a énormément d'argent dans les cryptos, eh ben là, j'aurai 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois mon salaire. Donc, tout simplement, c'est ça. Donc, vous voyez que là, c'est toujours une histoire d'argent. Et là, maintenant, on y est. Et là, qu'est-ce que ça veut dire, ça aussi? Bah, pour tous ceux qui parlent des cryptos comme étant une fraude, ainsi de suite. Et maintenant, bah, les cryptos rentrent dans la cour des grands. La cour des grands, c'est quoi? Ben, aussi puissant que le pétrole, aussi puissant que l'or, aussi puissant que le bond market, aussi puissant que le stock market. Et ben voilà, maintenant on y est. Et il y a des fonds qui commencent à être montés. Donc il y a tout un écosystème maintenant. Ben voilà, on a accepté le crypto dans les familles, dans la grande famille. Rappelez-vous ce que je vous dis toujours, le trading existait avant les cryptos.
Et les cryptos ne sont qu'une classe d'actifs en plus dans l'univers du trading. Maintenant, on les a acceptés. Et maintenant, bah voilà, tu vas avoir les mêmes personnes qui vont venir manger à ta table et ils vont t'aider, toi, à évoluer. Et ceux qui opèrent dans ce système. Ouais, ils vont un petit coup. Voilà. Donc ça, voilà pour l'épisode régulation. Maintenant, passons un peu, calmons un peu l'histoire avec une petite vidéo. Ça, c'est une vidéo magnifique. Je veux dire, c'est la vidéo de la semaine. Très important. Ici, on parle de, rappelez-vous, on a commencé avec les taux négatifs, Bitcoin, blanchiment d'argent. Est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est une fiction? Et ici, ben voilà, on a pas mal de personnes qui sont là, mais on a aussi quoi? Ben, ce monsieur ici qui est à la tête de Pantera Capital, vous voyez, un grand fonds, hein, donc une personne qui vient du monde de la global macro et tu vois, un institut et tout ça qui maintenant s'est lancé dans les cryptos. Et vous avez ici ben, l'intervieweur à travers Real Vision. Real Vision, c'est une chaîne qui est, comment dirais-je, YouTube, c'est un site internet de service qui a été fait par quoi? D'anciens banquiers d'investissement et d'anciens hedge fund managers basés à la City. Et maintenant, ils ont fait Real Vision. Pourquoi? Ben, pour faire ce pont entre l'investisseur particulier et ceux qui ne, comment dirais-je, ne sont pas familiarisés avec le monde réellement de la finance, des banques d'investissement, hedge fund, ainsi de suite et tout ça. Alors là maintenant ici vous voyez que la question était posée, blanchiment d'argent et ainsi de suite, et il a dit des choses qui étaient clés. Vous savez quoi? Mieux que moi, on va lui laisser lui s'expliquer par rapport à ça. Donc on va revenir dessus. Hein. Crimes. All of your transactions are there, and it's very well known that. But it's fees. Oh, it's so great. So much else, right? And I know you disagree with me, and feel free to push back. You know, instinctual response is, Voilà, là j'introduis rapidement ce qu'il dit. Donc ici Dan Morehead, le fondateur de Pantera Capital. On lui a posé la question, bah tiens, donc l'intervieweur lui parle de tout ce qui est bah tiens, blanchiment d'argent, tout ce qui se passe, patati patata, que moi j'aime pas les cryptos, ainsi de suite et tout ça. Il a dit, bah je sais que tu vas pas être d'accord avec moi, donc voilà, je vais te laisser t'expliquer. Et lui va s'expliquer. Vous voyez que là, ce monsieur qu'on voit ici, qui est le fondateur de Pantera Capital, est aussi assis au board de Bitstamp. Et il va parler de quelque chose de très 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 important. Voilà pourquoi, comme je dis, c'est la vidéo de la semaine parce qu'il faut écouter ce qu'il est en train de dire. Donc je vais le laisser parler, donc ça prend que 2 minutes. Et bon, ça va pas nous tuer 2 minutes ici. Et ensuite, on va faire quoi? Bon, on va commenter ce qu'il a dit parce qu'il a dit des choses qui sont clés en 2 minutes. Il a vraiment tout résumé. Donc on y va. oh, it's so great for crimes. And hey, maybe years ago it was pretty anonymous and it was okay for crimes, but it's features, prominent features, every 10 minutes. A ledger of every trade that's ever happened is published with a permanent paper trail of every step in that 10-minute process. That's a really bad feature for committing crimes. All of your transactions are there. And it's very well known that the Silk Road guy used Bitcoin, right? Very few people know that there were 2 federal agents that went rogue and were extorting money from the Silk Road guy, independent of each other, in the same task force, stealing money from other people on the internet, doing all kinds of bad things. They wired $1 million through 5 major banks in the U.S. and 1 mutual fund company, none of whom filed a suspicious activity report. When you have a federal worker paying his mortgage off in one pay check, writing $30,000 checks to cash, that's suspicious, right? And it was 2 peer-to-peer companies, Venmo and Bitstamp, that reported both of these people to the authorities. And I'm actually on the board of Bitstamp, and they were telling me this. There's a federal agent laundering money on their site. I'm like, you guys have watched way too many Tom Cruise movies. There's no chance that's actually happening. And I looked at this stuff and I was like, oh crap, we got to report this. So we reported it to another federal agent. That guy resigned that day. And we're like, oh no, that's a problem. So both of those people were rogue. And the deal is, when the prosecutor, Katie Hunt, dropped the whole list of all their crimes from the blockchain on their desk, they had to sign guilty pleas. Like there's no way to even remotely even go to trial because you have a list of all the crimes. So I think law enforcement already knows that Bitcoin's terrible for crimes. Voilà. Donc là, on va arrêter là et on va finir avec ça. On va commencer par sa phrase. Il a dit Law enforcement already knows that Bitcoin is horrible for crimes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? La loi. Donc ceux qui font la loi savent très bien que le Bitcoin, c'est le plus mauvais choix au niveau pour les criminels. Qu'est-ce que ça veut dire? Impossible de faire un crime avec du Bitcoin, de commettre un crime. Quand je dis commettre un crime, c'est tout ce dont on l'accuse, hein. Blanchiment d'argent, évasion fiscale, tata. Pourquoi? Et là, on revient sur ce qu'il a dit. Il a dit une chose clé, pour ceux qui ne le sauraient pas, chaque 10 minutes, avec la blockchain Bitcoin, on parle bien de Bitcoin, que du Bitcoin ici, un bloc est créé toutes les 10 minutes.
Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'un bloc est créé? C'est-à-dire que toutes les transactions qui ont été faites sont déposées dans les différents nodes. C'est-à-dire que chaque node, donc chaque ordinateur qui prête son ordinateur pour valider cette blockchain, ainsi de suite, donc là, pour maintenir le réseau, ainsi de suite, a une copie de tout ce qui s'est passé depuis la création du Bitcoin, donc depuis fin 2008, début 2009. C'est-à-dire quoi? Que toutes les transactions sont enregistrées dedans. Donc numéro un, ce qui fait que le Bitcoin n'est pas anonyme, ça il faut le savoir, les transactions sont traçables. Donc n'importe quel criminel qui a fait ceci, cela, bon, on sait c'est qui, on sait ce qu'il a fait, on connaît les adresses, on connaît ci, on connaît ça. Donc là, comme il le dit bien, c'est une fable. Et vous voyez là, c'est un expert qui parle, une personne qui est dedans, qui lui-même, comme il dit, il est assis au bord de deux compagnies fintech, Venmo et Bitstamp. Il le dit lui-même. Et il le dit lui-même que lui-même, il a reporté des activités suspicieuses aux autorités. Donc là, écoutez bien, il l'a dit lui-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, pour revenir dans tout ce qui était blockchain et Bitcoin, tout enregistré, donc impossible de frauder. Numéro 2, il a dit qu'il y a eu, lorsqu'il y avait le fameux Silk Road, Silk Road c'était une plateforme qui utilisait, enfin qui permettait des paiements avec du Bitcoin, ainsi de suite. C'est le premier endroit où le Bitcoin avait commencé à être utilisé, l'un des premiers endroits, pardon. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il dit qu'il y avait deux agents, écoutez bien, deux agents fédéraux, FBI ou CIA, enfin peu importe, on a deux agents des services secrets qui ont commencé à quoi? À c'est quoi le terme correct en français? Comme il a dit, à extorquer voilà, des utilisateurs sur Silk Road et avaient énormément d'argent et des millions. Il a dit que ces deux agents-là commençaient à extorquer des personnes ici, extorquer des fonds à des personnes, des utilisateurs de Silk Road et même à ceux qui géraient la plateforme Silk Road pardon, en millions de dollars. Et il a bien dit une chose, il a dit qu'un de ces deux agents a fait un dépôt en cash, donc un paiement en cash de plus de 1 million de dollars pour acheter une maison. On dit que lorsque tu as un agent fédéral qui n'est pas censé gagner ça, comment ça fait qu'il peut venir en quelque temps déposer, enfin même pas payer quelque chose qui coûte 1 million de dollars en cash directement. Et il a dit que ça, vous n'avez pas à rapporter ça. Alors que eux, à partir de Venmo, de Bitstamp, ils avaient ces mêmes agents fédéraux qui étaient en train d'opérer sur cette plateforme. Ils ont vu une activité suspicieuse et ils l'ont rapporté. Il a dit qu'on a vu des mouvements bizarres ici venant de tel wallet et il a rapporté cela aux autorités. Et les autorités n'ont rien fait. Et d'un autre côté, comme il dit, à partir du moment où tu as une autorité qui voit ce genre d'activité, et quoi, vu qu'on a tout dans le blockchain, il a dit, il nous suffit juste de prendre toutes les copies des transactions du blockchain, venant de telle adresse, on sait ça appartient à qui. Et comme il a dit, il y a eu un cas où cette chose a été faite, et une personne a fait quoi? Un des agents fédéraux a démissionné sur le champ. Pourquoi? Parce que tout est là. Tu ne peux pas nier. L'argent est parti d'un point A à un point B et on peut te suivre à la trace. Donc là, rappelez-vous que le blockchain n'est pas anonyme, le blockchain n'est pas privé, surtout celui du Bitcoin. Voilà pourquoi est-ce qu'on a des cryptos anonymes, les privacy coins, donc le Verge, Dash, Zcash, Monero, ainsi de suite. Mais ils ont quoi? Il y a une fonction d'anonymat. Vous voyez que ça, c'est une fonction qui est rajoutée en plus. C'est comme un suite. Donc, j'ai allumé la lumière, j'éteins la lumière. Si je veux opérer à la vue de tous, sans aucun problème, j'ai envie de faire quelque chose de privé, j'actionne cette fonction. Donc là, voilà. Donc en 2 minutes, il a parlé de pas mal de choses et donnant un cas concret, quelque chose de réel qui s'est passé par rapport à ce côté anonymat, privacité, blanchiment d'argent et ainsi de suite. Donc voilà, encore une fois, c'est ça. Mais comme je vous dis, là, beaucoup de personnes vont en voir et en parler ou quoi que ce soit. Voilà, là, c'est une personne qui eux-mêmes ont vécu un cas, qui ont eux-mêmes rapporté un cas clair et net et que les personnes qui étaient censées faire l'enquête, comme il a dit, il n'y a même pas besoin d'avoir une enquête, même pas besoin d'avoir un jugement. Pourquoi? Parce que tout est là, noir sur blanc. L'argent, on l'a vu passer d'un endroit A à un endroit B, et alors que ça ne devrait pas se passer. Et comme il le dit, on parle de Bitcoin, mais là, quand on voit une personne qui fait des transactions de 1 million, comme il le dit, maintenant on a l'équivalent nous ici de TrackFin, ainsi de suite et tout ça, ça doit être reporté. Mais là, ça n'a pas été le cas, et cette personne a fait ça avec du cash. Ok? Donc, voilà. Donc là, c'est tout ce qu'il y a toujours au niveau global. Maintenant, on va avec une grosse news qui a eu lieu cette semaine-ci. On y reviendra le jour du Ripple et du Stellar. C'est Stellar qui a acquis Chain. Donc rappelez-vous, on voit aussi ce genre de choses qui est en train de se passer. Rappelez-vous, beaucoup d'argent qui est là. Donc on voit que Stellar, qui était une blockchain aussi, une startup qui opère avec la blockchain et qui maintenant va acquérir une autre startup qui opère elle-même avec de la blockchain et qui la rachète pour 500 millions, ça veut dire exactement, ça veut dire pas beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Donc là ici, un super grand merci à Nadi qui m'avait partagé cette news. Donc là on voit que ça c'est le genre de choses qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'argent. Et là on est toujours dans cette phase embryonnaire. Et ça, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que ça c'est ce qu'on va pouvoir voir maintenant.
On m'a souvent posé comme question, oui, mais Serge, comment tu fais? Il y a 1600 cryptos, ainsi de suite. Non, les meilleurs projets crypto vont commencer à s'associer, pardon. Les grandes cryptos comme Stellar est une du top 10, elle va commencer à acquérir des petites cryptos qui peut être dans le top 300 ou top un tel, un tel, un tel. Mais souvent quoi? Suivant la technologie et le bien qu'il ramène. Et donc là, vous voyez que ça a été le cas. Stellar a acquéri Chain. Donc là, ça va arriver et ce sont des activités qu'on va voir de plus en plus. Rappelez-vous, on en parlait, enfin, en début d'année, on en parlait. C'est quelque chose que je disais souvent, qu'on va voir quoi? Ça va être l'année de la régulation et l'année de quoi? Des acquisitions. Ok? Donc là, on continue. Et maintenant, on va où? Et là, on va aux États-Unis, un professeur de Yale, donc monsieur Robert Schiller, ici, qui est en train de nous parler de quoi? Du côté social du Bitcoin, donc du phénomène social. Et ça rejoint l'effet réseau qu'on avait étudié dans le Global Crypto Research numéro 1. Donc, l'effet réseau comme un Facebook, c'est un réseau, mais il y a un effet réseau. Après, tout le monde est en train de l'utiliser et ça part après. On ne peut pas enlever, comment dirais-je, lui enlever cette popularité. Et le Bitcoin, c'est pareil. Et là, comme il dit lui-même, il reconnaît que le Bitcoin est un phénomène remarquable au niveau social. Donc là, voilà ce qui est en train de se passer. Et là, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il dit ça. Et là, il revient sur la naissance du Bitcoin. Rappelez-vous, crise financière mondiale, perte de confiance dans les institutions financières, gouvernement, devises fiat, ainsi de suite. Et puis, pouf, Satoshi Nakamoto, white paper, Bitcoin et le blockchain. Et voilà, on en est où aujourd'hui. Donc, il y a eu tout cet engouement qui était là. Et donc, voilà. Maintenant, on continue. Donc là, c'était un peu ce qui se passait ici aux États-Unis. Maintenant, on a regardé un peu le côté global. Maintenant, on va où? On va ici on va en Asie et maintenant, on va s'intéresser à Monsieur Jack Ma. Jack Ma avec Alibaba. Et comme vous le voyez ici, tiens, il y a eu quelque chose. Donc, je ne vais pas dire, oui, je vais dire ça comme ça, une offensive. Même pas une rétaliation, même pas une offensive, même pas une contre-attaque, mais quoi? Un show de muscles, un podium et si c'est quoi? C'est les grosses corporations qui sont en train de montrer leurs muscles pour montrer tiens, qu'on est toujours là et qu'on est puissant et que nous aussi on peut faire pareil. Jack Ma avec sa blockchain, donc avec là maintenant vous voyez les grosses compagnies, donc Alibaba qui est aussi en train d'utiliser cela, mais c'est Alibaba avec les affiliés de son groupe, donc On Financial Services et encore d'autres compagnies, voilà ici Alipay Hong Kong, Han Financial Services, CK Hutchinson Holdings, Gcash et Filipino Telecommunications Institute et pas mal de choses, enfin Globe Telecom qui se sont mis ensemble. Pourquoi? Et la Standard Chartered pour faire quoi? La rémittance de paiement. Et là, utiliser le blockchain pour faire ça. Pourquoi? Instant proche de l'instance zéro. Donc rapide et très peu coûteux. Et donc là, c'est quoi? On se dit, tiens, mais c'est pas ce que Ripple tentait de faire aussi au niveau de la rémittance de paiement, là, de leur service? Oui. Donc vous voyez qu'ici, c'est quoi? Tiens, on monte des muscles, nous aussi, on est là. Donc rappelez-vous aussi, déjà, il y a une grosse compétition au niveau des cryptos. Il y a des personnages puissants dans le monde corporatif qui aussi sont là et ils utilisent leur blockchain aussi. Et donc là, c'est ce qu'on va voir aussi maintenant, une année très, très, très forte au niveau de la compétition. Et déjà au sein de la catégorie crypto et aussi avec les autres colosses que l'on voit, les autres titans, les autres géants qui sont les corporations qui sont déjà édifiées et qui opèrent déjà aujourd'hui et qui ont le capital et accès du capital. Ça, faut jamais, jamais oublier cela. Donc ici, là, on en voit déjà les premières prémices. Enfin, on le savait déjà, mais maintenant, on est là. Là, Jack Ma, on le voit avec Alipay et voilà ce qu'il y a. Maintenant, on reste en Asie et on va en Inde. Rappelez-vous que l'Inde aussi a fait ce qu'on appelle une espèce de... c'est les entités bancaires qui ont fait un ban aux cryptos. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des exchanges, comme ici c'était le cas de l'exchange ZPay, qui lui opérait en crypto, donc qui donne des services crypto. Hein. Mais maintenant, c'est quoi? Donc, un exchange tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi? C'est que maintenant, la banque centrale indienne et son réseau de banques, donc les banques commerciales, sont en train de fermer les comptes de tous ceux qui opèrent dans tout ce qui est crypto. Donc maintenant, ZPay est en train de prévenir à quoi ses utilisateurs que bientôt la plateforme ne va plus pouvoir faire quoi? Des retraits en roupies. Donc là, prenez vos précautions maintenant. Donc vous voyez que ça aussi, c'est en train de se passer et ça, c'est à voir avec les monnaies. Donc là, la monnaie, ça appartient à la banque centrale, le gouvernement l'utilise, ainsi de suite. Donc là, on va à un autre niveau et vous voyez que ça nous rappelle quoi? Ce qui s'est passé en Chine. Ouais, mais là, il faut comprendre réellement, c'est quoi? Il faut comprendre la roupie, l'implication de la Banque centrale et qu'est-ce qui est en train de se passer par rapport à ça. Et à ça, on va y revenir à la partie banquier et ainsi de suite. Maintenant, on va au Corée du Sud et on a Kakao. Kakao Corp, c'est quoi? C'est une application
Et cette application, elle est super super utilisée, donc pensez à ça, c'est un réseau social tout simplement, c'est ça. Et maintenant, cette application pense à faire quoi? Pense aussi à lancer quelque chose au niveau du blockchain, maintenant en train de se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut commencer à faire cela, sachant qu'il y a des problèmes au niveau de la régulation et des ICO en Corée du Sud, donc ils ont trouvé la parade, c'est quoi? C'est de passer par leur compagnie, une succursale, donc Grande X, qui est située au Japon, et de pouvoir lancer cela afin de quoi? D'avoir une plateforme qui va leur permettre d'utiliser le blockchain et pourquoi pas d'émettre une ICO et pourquoi pas aller un peu plus loin, mais aller faire ça dans un endroit où c'est crypto et ICO friendly. Et donc de Corée du Sud, ils bougent au Japon. Rappelez-vous que la Corée du Sud n'empêche pas les particuliers d'opérer dans les cryptos, mais il y a un problème au niveau des ICO, au niveau de la régulation. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas régulé, c'est une manière de lever des fonds qui ne plaît pas là-bas. Donc là, tout ça, c'est fait à l'extérieur. Et ici, cette compagnie, Cacao Corp, veut faire exactement la même chose. Donc voilà, on bouge et on va aller exactement là, on va pouvoir le faire dans un meilleur environnement. Donc ici, voilà, donc ça c'est pour ce qui se passe là-bas en Asie. On a fini avec l'Asie et maintenant on descend un peu plus bas, on va en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et qu'est-ce que l'on a là? Ici, on a les banques centrales. Rappelez-vous, on a vu un peu les banques, ce qui se passe. Et on a vu donc en Inde ce qui se passait. Maintenant en Australie et en Nouvelle-Zélande aussi, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Rappelez-vous qu'ici, on est en train de parler des cryptos et non du blockchain. Rappelez-vous que tout ce qui est bancaire, on le voit souvent au niveau de la BIS, donc la Bank of International Settlement, qui nous parle un peu de ce qu'on peut faire au niveau de la blockchain, mais eux, ils appellent ça Distributed Ledger Technology, donc son véritable nom. Hein. Et ici, on laisse de côté tout ce qui est crypto. On n'a pas envie qu'on ait nos banques et nos réseaux de banques commerciales qui se mettent à opérer avec des cryptos parce qu'il y a des dangers, patati patata. Et nous, ils viennent vraiment ici tuer ces fausses prophéties et ces fausses publicités que l'on aura prêtées, comme quoi ils étaient en train de travailler dans l'émission de leur propre crypto ou quoi que ce soit. À un certain moment donné, oui, il y aurait une version cryptographique de la devise fiat, mais pas comment on le sous-entend, mais pas comment dirais-je, on est en train de dépeindre cela dans les médias. D'un côté oui, d'un côté non, mais rappelez-vous, ce sont des entités, ils doivent protéger ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, d'un côté, ici, ils sont en train de prendre une prise de position défensive et d'un autre côté, ils attaquent quoi? Toujours en attaquant les bitcoins. Et vous voyez qu'ici, la personne qui est à la tête de la Reserve Bank of Australia est encore venue tâcher l'image du bitcoin pour dire que ça ne sert à rien au niveau de stock de valeur, ça ne sert à rien au niveau d'argent, de moyens de paiement et ainsi de suite. Okay, donc voilà, tout simplement, c'est ça. Ça, c'est une position défensive. Me donner le temps de. Et on le voit. Ok. Bon, pour ceux qui savent où aller chercher l'information et qui étudient cela en profondeur, on le sait et on le voit. Maintenant, on laisse l'Australie et la Nouvelle-Zélande et on va en Europe et on va en Suisse et on voit quoi? Une ONG qui accepte des paiements en crypto. Et donc là, voilà, il y a une initiative donc ici que par rapport à tout ce qui est crypto, on peut aussi faire pas mal de choses. Et ici, voilà, donc là c'est pour aider des enfants de quel pays si je ne me trompe pas? Tanzanie, je crois que c'est ça, hein? Help to Kids, ils étaient basés où? Oui, Tanzanie, voilà, c'est bel et bien ça. Ouais. Et donc là, Help to Kids, une fondation, est là, basée où? À Dar es Salaam, en Tanzanie, et donc ouais, en Malawi et en Tanzanie. Et donc là, voilà, donc Help to Kids, ça donne de la nourriture, des soins de santé et d'éducation aux enfants de ces deux pays-là. Et donc il y a 750 enfants qui participent à ce programme, et donc là, on peut les financer à travers des donations faites à travers cette ONG qui accepte des paiements en crypto. Donc voilà. Donc imaginez-vous maintenant une ONG en Suisse qui va accepter des cryptos, rappelez-vous ce qu'on a vu au début, qui proviendrait de quoi? De blanchiment d'argent, de quoi que ce soit, de quoi que ce soit. Vu qu'ici, vous avez bien vu qu'ici, ça se fait le tout avec un KYC, donc Know Your Customer et ainsi de suite, à travers les adresses publiques, on sait qui a envoyé de l'argent, où c'est fait, et ça aussi c'est fait quoi? Pour permettre à la personne qui fait sa donation, à travers le blockchain, va pouvoir suivre la traçabilité des fonds envoyés. Donc tiens, j'ai envoyé de l'argent à Help to Kids et je vois l'argent il est passé où, il a fait quoi, il a été gaspillé dans quoi, dépensé dans quoi, jusqu'à ce que ça arrive à un de ces 750 enfants qui participent à ce programme. Donc voilà, donc ça c'est le blockchain, ça permet la totale transparence, totale traçabilité. Ok? Donc là, voilà, que toi qui écoutes cette vidéo, si tu ne sais pas c'est quoi, va t'éduquer à 100% là-dessus. Comme ça, tu vas pouvoir fermer tes oreilles et aller dans une autre direction lorsque tu verras à ta gauche ou à ta droite des personnes qui parlent et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Mais toi, tu sauras de quoi il en retourne et qu'est-ce qu'il y a réellement derrière le blockchain et tout ça. Et tu pourras prendre, toi, tes décisions de manière indépendante. Non être victime ou être sous l'influence de un personnage autoritaire ou d'une telle personne qui est suivie, qui est vue comme le pape et ainsi de suite, tout ce qu'il dit est béni. Non.
prends tes décisions à toi. C'est toi qui investis, c'est ton capital, donc c'est ta responsabilité. Comme moi, je fais la mienne, mais ici, voilà, je partage avec vous ce qui nous inspire à aller plus loin dans nos recherches. OK? Donc, voilà. Continuons et on va à la BOE. Donc on reste en Europe et on va en Angleterre. Et là, rappelez-vous ce qu'on a vu au niveau des banques australiennes, la banque centrale. Maintenant, on a la BOE, donc la Bank of England, donc la banque centrale britannique, qui elle, elle rappelle à tous ceux qui font partie de son réseau, donc ces banques commerciales et autres personnes et autres entités qui opèrent dans le secteur financier et dans l'industrie bancaire, le danger concernant tout ce qui est crypto et de ne pas oublier de redire ça à leurs clients, qu'il y a des dangers avec l'opération avec les cryptos, la volatilité, patati, patata et patata et tout ce qui va avec. Vous voyez qu'ici, ils prennent la défensive, mais avec une certaine rhétorique et une certaine politique. Mais là, sachez-le qu'on ne peut pas empêcher un individu de venir opérer dans les cryptos. Tout simplement, c'est ça. Vous voyez, en Inde, on veut enlever les transferts, vu que beaucoup de personnes ont mis du fiat. Maintenant, ça va être dur de récupérer le fiat, mais on peut déjà commencer à être là, opérer en crypto. Ils peuvent dans l'exchange, être en crypto, en bitcoin et sortir. Vous voyez que moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà, j'avais déjà des problèmes avec du fiat avec certaines entités. Je dis ciao le fiat. Et maintenant, on est en crypto et on bouge en crypto d'exchange en exchange ou d'exchange dans wallet. Et voilà. Et après, il y a des services qui nous donnent des cartes pour ce que vous voulez. Et vous pouvez faire ce que vous avez à faire ou bien revendre cela et récupérer cela. À un degré, oui, repasser par du fiat. Pourquoi? Pour, comment dirais-je, l'utiliser au quotidien. Vu que maintenant aussi, on peut aussi l'utiliser directement à travers tout ce qui est crypto. C'est moins commun, mais il y a des solutions qui sont là. OK? Donc, voilà. Maintenant, on a fini avec tout ce qui était européen, on a vu un peu ce qui se passait au niveau du monde. Maintenant, on va aller à quoi? On va aller aux entités. Et il y a une news que j'ai oublié de donner, je ne l'ai pas vu apparaître ici. C'est avant d'attaquer les banquiers, on va refaire un dernier tour sur le continent africain et on va parler de l'Ouganda. Pourquoi en Ouganda? Il y a une news que Nadim m'avait envoyée et en Ouganda, il va y avoir Binance et Binance va lancer son premier exchange fiat en Ouganda. On se dit, tiens, comment, pourquoi? Tiens, pour soutenir réellement la blockchain va permettre de donner des services, on va dire, financiers, de permettre à pas mal de personnes de rentrer dans le monde économique, on va dire, d'économie, donc de créer réellement une économie peer-to-peer là-bas à travers des cryptos. Et donc la Binance a cela. Donc c'est un peu, ça leur sert un peu de laboratoire de test. Donc on va tester ce qu'on va faire avec le BNB, Binance là-bas, permettre qu'il y ait du fiat. Mais une fois que ce fiat est capté, qu'il est transformé en crypto, ça va permettre pas mal de choses là-bas au sein de cette économie-là. Donc ils ont un plan pour lancer des wallets et que l'exchange aussi soit là-bas, et que ça va être le premier pays. Avant même de venir à Malte et d'offrir ces services-là avec l'euro, il y a, selon ce qu'ils sont en train de se dire, enfin ce qui est en train de se dire et de se faire, que ça pourrait être le premier exchange qui accepterait du fiat venant de Binance en Ouganda, en Afrique. Donc là, voilà, ça c'était la news qui n'avait pas été donnée. J'ai vu que là, ici, je n'ai pas le souvenir de l'avoir donnée ici. Et donc là, voilà, comme ça, vous l'avez. Et maintenant, on va finir avec tout ce qui est institution et banquier, ainsi de suite. Et on va à Mastercard. Et ici, on commence par Mastercard. Pourquoi? Parce qu'on voit que Mastercard venait de remplir des brevets, déposer des brevets. Sur quoi? Sur le côté anonyme des transactions. Donc là, vous dites, tiens, attendez, on parle de crypto anonyme, on dit, tiens, Dash, Zcash, Monero, Verge, Anonyma, non, pas bien. Et maintenant, Mastercard qui vient et qui remplit un brevet, et on lui a accordé ce brevet au niveau de quoi? Des tierces parties qui vont pouvoir faire des transactions anonymes. Donc là, vous voyez qu'il y a un problème. On se dit, tiens, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Eux, on accepte le brevet, mais d'un autre côté, on tâche les cryptos. Rappelez-vous que JP Morgan utilisait une crypto anonyme, mais utilisait la technologie de cette crypto anonyme pour son quorum, donc qui était sa blockchain privée, créée sur la blockchain Ethereum, avec quoi? Avec le côté, la technologie de privacité d'anonymat, de quoi? De Zcash. Et donc vous voyez qu'ici c'est pareil, c'est ce qu'on appelle le zero knowledge. Et donc ça veut dire que c'est un concept très ancien, déjà au niveau de la cryptographie, ce sont des études qui datent des années 50, 60 et ainsi de suite. Et là c'était des choses qui existaient déjà, mais vous voyez que maintenant aujourd'hui c'est là. Et donc là c'est quoi? Premier arrivé, premier servi. Donc là ça nous fait quoi ici? Vous devez apprendre à réfléchir et regarder ce qu'on a vu auparavant avec d'autres personnes en Australie qui sont en train de bâcher, de dire ci ou ça, de tâcher l'image de ça. Non, c'est pour leur donner le temps à eux de faire ce genre de choses. Comme Mastercard aussi, rappelez-vous qu'à un moment donné avait empêché les paiements qu'à travers leur carte on puisse acheter des cryptos. Moi j'avais une carte Mastercard crypto et elle a été arrêtée. On m'a dit non, tiens, tu peux plus l'avoir, on va en faire une nouvelle. J'en avais une Visa et une Mastercard. Et c'est arrivé, j'ai déjà fait des vidéos ici. Si vous cherchez dans le canal, vous allez trouver cela. Mais bon, voilà. Mais vous voyez qu'ils ont gagné du temps et maintenant, ils ont un brevet qui va donner ce côté anonymat. Donc, vous voyez, ici, c'est quoi? Rappelez-vous ce qu'on a vu avec Jack Ma. C'est ça aussi. On montre nos muscles, on est là.
On est solide, on est puissant et on ne va pas se laisser faire. Et donc là aussi, c'est quoi? La compétition maintenant est ouverte. Donc ça, c'est quoi? Dans la journée où on fait les cryptos anonymes, on doit aussi rajouter Mastercard. Donc maintenant, c'est très important de comprendre les fondamentaux de ces compagnies-là, Visa, Mastercard. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des compagnies crypto, tiens, elles vont exister comment demain? Et ces compagnies-là, au niveau de paiement et ainsi de suite, pourraient mettre au chômage Visa et Mastercard. Mais il faut savoir comment est-ce que Visa et Mastercard fonctionnent. C'est un marché qui a une market cap de combien, et là-dedans, s'ils perdent le monopole, Visa, Mastercard, American Express, ainsi de suite, ils vont se voir remplacés par des Verge, par des Dash, Zcash et Monero, et ainsi de suite. Et vous voyez que là, maintenant, ils tapent dans la même chose. Donc, vous voyez, ça, c'est quoi? Il y a un gâteau, et maintenant, il y en a qui veulent des parts de gâteau, ou bien qui ne veulent même pas t'inviter à la table, et que toi aussi, tu aies ta part du gâteau. Donc, ça, c'est ce qui se passe. C'est de la compétition, tout ça. Mais une compétition stratégique. Ici, on n'est pas au casino, on est toujours sur l'échiquier ici. Et là, c'est là il y a des mouvements stratégiques qui sont en train de se faire, et ça, c'en est la preuve. Ok? Et vous voyez que ce n'est pas la première fois qu'ils ont tenté de faire cela. C'est vrai, ici on dit quoi? Mastercard, c'est pas la première fois qu'ils ont fait beaucoup de tentatives durant beaucoup d'années d'employer la technologie qui sous-tend pas mal de crypto. Et donc là, on comprend directement la technologie anonyme, c'est le côté anonyme de différentes cryptos. C'est quoi? C'est Zcash, Monero, Dash et le Verge. Et c'est cette technologie-là qu'eux veulent employer. Et maintenant, ils ont une patente, un brevet par rapport à ça. Donc, ils vont pouvoir le faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Dans notre journée, on doit avoir un cinquième truc, c'est Mastercard. Mastercard et Visa. Ok? Continuons. Et ici, rappelez-vous, on a parlé des banques et de tout ce qui se passait. Maintenant ici, il y a eu un rapport de la BIS qui nous a parlé des cryptocurrencies, donc des cryptos et de l'économie of money. Donc on parle bien de l'économie de la monnaie. Il y a l'économie en général, mais encore une économie des devises de la monnaie. Et là, c'est relié aux cryptos, vu que les cryptos viennent ici amener une économie. Rappelez-vous qu'il y a les cryptos et du blockchain, nouveaux business models et ainsi de suite. Mais chacun de ces business models a un écosystème dans lequel il y a son jeton qui va être utilisé. Donc, il y a une économie de monnaie ici qui va être faite. Tu veux opérer dans mon réseau Stellar, tu vas avoir besoin du XLM. Regardez Ripple. La compagnie Ripple est là. On exploite la technologie du XRP. Maintenant, on a 3 solutions. Une de ces solutions obligée d'utiliser le XRP, c'est le XRapid. Il y en a 2 qui sont très populaires. Donc, le XY et le XCurrent, qui est interbancaire et transfrontalier. Pour le moment, tu peux les utiliser sans avoir cela, mais après, tu vas devoir opérer avec notre monnaie. Donc, que chacun de ces micro-écosystèmes a sa propre monnaie. Et après, il y aura l'interopérabilité entre les différentes blockchains. Ça aussi, sont des choses dans lesquelles on est en train de travailler. Et ici, la BIS revient dessus. Donc, rappelez-vous, je l'ai souvent dit qu'il y a un aspect macroéconomique avec les cryptos et il faut le comprendre et le connaître. Et vous savez que c'est monsieur Yoon Song Chin qui est le conseiller économique et qui est à la tête de la recherche à la BIS. Donc ça, c'est pas n'importe qui en parle. On voit qu'il n'a pas choisi ces termes-là parce qu'il en a rêvé durant la nuit. Oh tiens, ça va faire bien, ça va faire chic, ça va faire intellectuel lorsque je vais parler à mon audience aujourd'hui. Non, parce que ça, c'est une réalité. Ok? Donc voilà. Donc si lui se met au top là-dessus, vous aussi, nous aussi, on est au top là-dessus. Et ça, vous savez que nous, on est calés et on est au top dedans. Même si c'est difficile pour nous, on doit le faire. Pourquoi? Vous avez vu que dans le Q2, on a regardé, on a analysé et étudié le white paper de la BIS. Donc ici, lorsqu'on voit ce monsieur parler, nous on sait de quoi il parle et on a vu ces concepts-là. Tout ce qu'on a vu dedans et ce qu'on avait tiré comme conclusion et les probabilités qu'il y avait par rapport à cela, on le voit aujourd'hui. On l'a vu en Australie. Rappelez-vous que la BIS sont derrière la Banque centrale indienne, derrière la BOE, derrière la BCE, derrière la Fed, derrière la Banque d'Australie, donc la RBA et la Banque de Nouvelle-Zélande. Ce sont eux qui sont derrière. Ok? Donc voilà, très important. Continuons. Maintenant, on va en Chine, une autre banque centrale. Et vous voyez quoi? Encore un autre brevet, une autre patente qui a été faite. Et maintenant, c'est pas pour des digital currency wallets. Et bizarrement, ça aussi, on a vu ça dans le rapport du white paper de la BIS lors du Global Research Q2. Et vous voyez que ces patentes-là et ces brevets-là ont été déposés et acceptés. Et ici, c'est quoi? Une patente qui va vous permettre d'avoir directement votre propre wallet, multisignature, avec vos clés privées, interopérabilité, c'est-à-dire que vous pouvez avoir n'importe quel crypto dans ce wallet-là et ce wallet-là va commencer à le gérer. Donc, on va savoir ce que vous avez en holding, en Bitcoin, en Ripple, en tout ce que vous voulez. Et bien évidemment, une crypto émise par la PIB aussi. Donc, vous voyez que c'est curieux, un pays qui avait fait un ban sur les cryptos, mais comme je dis, ce n'était pas un véritable ban. Si c'était un véritable ban en Chine, on n'aurait pas de Neo, on n'aurait pas Quantum, on n'aurait pas quoi que ce soit là-bas aujourd'hui. On n'aurait pas de trône.
On n'aurait pas de EOS. Rappelez-vous que tout cela, Cardano, ainsi de suite, ils opèrent tous à partir de la Chine. Ok, il ne faut jamais oublier ça. Ils opèrent tous à partir de la Chine ou Hong Kong. Hong Kong, c'est la Chine. Il ne faut jamais oublier ça. Ils opèrent tous à partir de cet endroit-là. Donc, s'il y aurait un véritable ban, ils ne seraient pas là. Donc ça, vous voyez qu'encore une fois, on se laisse aveugler par ce que l'on voit ici au niveau des médias. Mais il faut se dire un truc, bah tiens, EOS, ils sont où? Ah bah tiens, EOS, c'est Hong Kong. Cardano, c'est où? Bah tiens, c'est Hong Kong. Throne, c'est où? Bah ils sont entre Beijing, Shanghai et Singapour. Neo, c'est où? C'est Shanghai et Pékin. Et encore dans d'autres endroits. Mais principalement, leur base, ils opèrent à partir de là. Alors maintenant, s'il y aurait eu un ban, qu'est-ce que vous faites encore là? Le Quantum est toujours là. Et ils sont toujours en train d'opérer là. Et c'est un endroit où il se passe énormément de choses. On a Ripple et XRP qui tentent de pénétrer cette région asiatique et surtout ils tentent de pénétrer la Chine. Alors s'il y a un ban sur les cryptos et ainsi de suite, qu'est-ce qu'ils font là? Il ne faut jamais oublier qu'une des personnes qu'ils avaient à un de leurs membres, c'était Justin Sun qui leur a permis de faire pas mal de business là-bas en Chine. Donc là, il ne faut jamais oublier ça. Et maintenant, vous voyez que tiens, il se passe ça, rappelez-vous, ce sont des stratégies, on gagne du temps, on fait ça, on fait ceci, et nous, on a exactement la même chose. Tiens, au lieu d'employer celui-là, tiens, non, emploie le nôtre. Donc vous voyez que là, ici, voilà, ça continue à se mettre sur pied. Et la chose, c'est quoi? Voilà, il y a un mot-clé que je viens de tomber dessus, c'est le côté décentralisé que ramener un Bitcoin, pas bien. Une banque centrale, c'est une entité centralisée. Lorsque nous, on émet quelque chose de centralisé, on le contrôle, on sait ce qui se passe. Rappelez-vous, ce n'est pas anonyme. On connaît. Si on te connaît, que toi, tu as un compte chez moi à la PBOC ou à une de mes banques qui fait partie de mon réseau, eh ben, je sais exactement qui tu es vu qu'il y a les KYC et les AML. Donc moi, je sais ce que tu fais. Je contrôle tes clés. Tu as ta clé privée, mais moi, je vois ce que tu as fait, je vois ce qui a bougé, je vois le volume. Donc, ça reste centralisé. À n'importe quel moment, on appuie sur un bouton et tu es off. Donc ça, il ne faut jamais oublier cela. Et vous voyez que là, maintenant, tiens, la Chine revient. Après cet épisode de ban, on a cet épisode ici. Donc, voilà. Maintenant, on voit une autre compagnie ici. On reste avec une autre institution, c'est Uphold. Et maintenant, vous voyez que cette compagnie ici donnait aussi des services de fintech, donc achat, vente de crypto, principalement Bitcoin. Uphold, si je ne me trompe pas aussi, ils ont un système de cartes. Ouais, j'ai un client qui m'en avait parlé, ils ont un système de cartes. Et maintenant, ils vont aussi lancer quoi? Ils vont lancer quoi? Le listing des ICO. Et sécuriser cela. Donc, pourra permettre maintenant aux personnes de participer directement au ICO à travers leur Uphold, mais que le tout soit fait sous base de régulation. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Comment ils vont faire ça? Ils vont faire quoi? Ils sont en train d'attendre l'approbation d'un deal qu'ils viennent de faire, donc ils viennent de racheter, donc acquérir donc une acquisition d'un broker-dealer. Et à travers cela, voilà, ils auront la licence adéquate pour pouvoir émettre des ICO, mais des ICO centralisés. Qui dit centralisé, c'est quoi? Régulé. C'est-à-dire que la SEC, vu qu'ils vont opérer à partir de New York, accepte. Donc ça, c'est le genre de ICO, donc le genre de ICO qui est lancé maintenant, dans lesquels vous voyez des Andreessen Horowitz être en train d'investir. Donc là, c'est un service qu'ils vont pouvoir donner. Tiens, cet ICO est listé ici, tu ne sais pas comment faire pour y accéder. Tiens, viens chez nous, nous on t'offre ce service. Donc vous voyez que ça, c'est clé. Donc vous voyez que ce n'est pas des entités comme ça qui sont en train de faire tout et n'importe quoi. Non, ces entités savent exactement ce qu'ils sont en train de faire et ils avancent pas à pas. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Et donc là, comme je dis, l'argent ne ment pas. On ne met pas des milliards, on ne met pas, comme on a vu Stellar qui a racheté 500 millions de Chain, qui Chain valait 43 millions et qui, eux, l'ont réévalué à 500 millions et qui la rachètent. Donc on ne fait pas ça comme ça pour rien. Ok. Maintenant, continuons. Et qu'est-ce qu'on a? On a ici le CEO de Blockchain qui est en train de parler de cela au niveau de quoi? Il parle du côté immature. Vous voyez que c'est un grand mot qui a été employé, mais c'est immature, ça rejoint le côté embryonnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour que les gros investisseurs rentrent, vous voyez qu'on en parle beaucoup, il y a ce côté immature. Donc immature, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas assez mature. Donc c'est que les services ne sont pas assez développés. Ce n'est pas assez sophistiqué pour les investisseurs sophistiqués, pour les investisseurs accrédités. Un client de Goldman Sachs ne va pas venir opérer à un Binance. Ou un Coinbase. Rappelez-vous, c'est pour ça que Coinbase, maintenant, ils ont une division, ils ont fait une séparation, ils ont donné accès, ils ont lancé leur service Coinbase Pro. Pourquoi? Pour des institutionnels, pour des clients qui seraient d'un Goldman Sachs ou d'un grand JP Morgan, pour des personnes qui viennent avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 milliards, pour des grands hedge funds, ainsi de suite. Et donc, voilà ce qui est en train d'être mis sur place. Et donc là, lui, il en parle. Vous voyez qu'on parle beaucoup de lui, de le grand capital de Wall Street va venir, va rentrer et ça va monter. Donc là, c'est quelque chose aussi sur lequel il est revenu. Mais pourquoi ça ne se fait pas? Parce qu'on n'a pas encore toute l'infrastructure. Et il faut des outils pour construire une certaine infrastructure. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas après un événement. Ah tiens, l'événement a duré 2 jours et après 2 jours, on va mettre des trilliards de dollars dedans. Non,
Ça ne se passe pas comme ça prend du temps. Il faut comprendre cela. Et encore une fois, je le dis et je le répète, le capital ne va pas rentrer comme ça, tout et tout le monde. On n'aura pas 1600 cryptos qui vont monter en unisson. Non, ça ne va pas être le cas. Comme vous avez vu maintenant, c'est des fusions, acquisitions, des projets vont disparaître. Et seuls les meilleurs projets, les plus costauds, fondamentalement, avec une projection et qui viennent solutionner un problème réel, vont exister. Et d'un autre côté aussi, rappelez-vous que ces mêmes institutions sont en train de donner de l'argent à des Andreessen Horowitz, comme on a vu au début. Rappelez-vous qu'un Venture Capitalist Fund, c'est un véhicule d'investissement qui lui-même est financé, qui lui-même va lever des fonds. Mais lui, ils sont là que pour prendre du risque. Donc ça, ce sont des mercenaires qui viennent opérer, on va dire, durant la nuit. Ce sont des ninjas, on va dire ça comme ça. Ils font le travail de ninja. Donc nous, on va aller chercher, on va te sortir de la terre ces start-up embryonnaires là. C'est nous qu'on va faire le sale boulot. Donc on va leur donner la tétine, on va les essuyer lorsqu'ils vomissent, on va leur changer leur couche avant qu'ils marchent et on va les mettre dire une fois qu'ils vont pouvoir marcher de leurs propres pieds, on va les envoyer direction Wall Street. Où là, vous, les gros investisseurs, vous attendez avec les trilliards. Vous nous avez donné une partie de ces trilliards, donc quelques milliards ou quelques centaines de millions pour que nous on crée cela. C'est ça la phase. Donc rappelez-vous, et ici, vous n'allez jamais comprendre cela si vous ne comprenez pas les concepts et les mécanismes. C'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup, mais ceux qui sont clients maintenant commencent à le comprendre et ils le voient et me disent « Ah, ok Serge, maintenant on comprend. » Parce qu'il y a ces étapes-là qui sont faites. Et donc là, c'est la chose sur laquelle il revient et donc c'est ça. Donc là, les grosses promesses qu'on a vues, ouais non, le Bitcoin va aller à 100 000, oui, ok, bien, mais comment et pourquoi? Sur base de quoi? Parce que lui, en 2 minutes, il a dit, non, il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Et ici, ouais, en peu de temps, il a mis des points clés. Donc, c'est important aussi de savoir analyser, mais de savoir de quoi il parle. Et sur base de ce qu'il dit ici, aller faire de plus amples recherches. OK? Donc là, voilà. Continuons maintenant et on va à Line. Line, c'est encore quoi? C'est encore une autre application. C'est japonais, oui, c'est bien japonais qui est en train... C'est une corporation japonaise. Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez qu'ils sont en train de faire? En train de lancer eux-mêmes quoi? Un exchange. Malgré, comme on dit, le bearish market, on est dans un marché baissier, et vous voyez que malgré ça, tiens, c'est à la baisse, mais comment est-ce que tu viens? Ouais, c'est ça, il faut se poser ces questions. On parle de oui, c'est la fin du monde, les cryptos, c'est fini, ça va disparaître, c'est de la baisse, c'est dans la rouge, ça va jamais se lever, c'est un schéma de Ponzi. Mais il y a des corporations qui viennent lever des millions et qui viennent monter un exchange. On se dit, tiens, curieux tout ça. Peut-être qu'ils en savent un peu plus. Nous, bien évidemment, nous, qu'est-ce que l'on sait? Eux, oui, ils en savent. Oui, l'argent, ça ne ment pas. Et ici, là, on voit quoi? Cette initiative qui est faite. Oh là, qu'est-ce qui se passe ici? Il veut pas qu'on lit. Il veut pas qu'on lise. Donc voilà. Le truc qu'il y a, c'est quoi? On va rester là-dessus. Donc il y a Line, cette compagnie japonaise qui est en train de faire une levée de fonds. Levée de fonds et mettre sur pied un exchange. Et vous voyez qu'ils le font à Singapour. Mais ici, la question qui était posée par l'auteur de l'article, c'est quoi? C'est pourquoi ne pas le faire au Japon, vu que le Japon était un pays qui était censé être crypto-friendly. Pourquoi aller le faire à Singapour? Pourquoi à Singapour? Pourquoi ci, pourquoi ça? Alors qu'au Japon, il se passe pas mal de choses. Là, vous voyez qu'il n'y a pas plus d'informations là-dessus. Et ici aussi, on nous empêche de lire. Mais bon, vous allez avoir l'article. Hein. Vous allez pouvoir le voir là tranquillement. Et là, on verra exactement ce qui va se passer et comment dirais-je, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça. Ok? Donc, voilà. Et c'est curieux de voir que, tiens, ici, dans cette baisse, il y a quand même une entité qui trouve une opportunité et qui lève cela. Et ici, Nadi nous a rajouté Line, sa page directement à partir de Crunchbase pour voir Line, qu'est-ce qu'ils font. On voit que c'est une application de messagerie et ainsi de suite. On voit où ils sont basés en Tokyo, Japon, ainsi de suite. Et maintenant, on voit une entité pareille qui, elle, maintenant vient. Elle est là pour faire du profit. Donc, ouais, on ne monte pas ça juste pour faire beau. Et non, c'est blockchain. Non, on vient faire de l'argent avec les cryptos. Et voilà maintenant ce qu'on va être là, ce qu'on va mettre sur pied. Et voilà, donc vous voyez qu'ils ont pas mal d'acquisitions aussi qu'eux ils ont faites. Donc voilà, donc là ça va vous permettre un peu d'aller un peu de l'avant et de voir un peu ce qu'est en train de faire exactement cette compagnie, ainsi de suite et tout ça. Ok. Et donc là on voit un peu quels sont les différences, c'est quoi? Ce sont leurs investisseurs, voilà le nombre d'investissements qu'eux ils ont fait. Et maintenant on voit qu'ils sont en train de mettre sur pied un exchange crypto. Donc rajouter encore quelque chose de plus dans leur portefeuille. Donc là, voilà. Et maintenant, on va regarder une autre institution, Expedia, qui nous permet de faire du booking online. Durant un temps, Expedia acceptait les paiements, donc réserver son voyage, son hôtel, son booking, le tout avec quoi? Avec des cryptos. Et ça fait quelques instants que maintenant, ils ont fait quoi? Ils ont annulé cela. Donc pour le moment, ce n'est pas possible. Enfin, ce n'est plus possible maintenant de pouvoir réserver, de payer ce qu'on voulait payer avec des cryptos. Donc là, voilà. Donc ça arrive. Oui, certains rentrent dedans, d'autres oui, d'autres non. Mais bon, on verra.
Avec encore pas mal de news par rapport à ça. On voit que maintenant on parle de Facebook qui a levé le ban, qui aussi sont dedans. Peut-être qu'ils vont lancer leur propre crypto, peut-être pas. On a vu Amazon, on a vu Apple, vous voyez qu'on en parle. Ça va dans tous les sens, mais voilà, on va voir exactement où tout cela nous mène. Et maintenant, on va où? On va finir un peu avec le Tether ouais, qu'on en parlait au début. Hein. On parlait un peu enfin, dans les semaines passées. On a parlé de Tether, la possible manipulation, Tether, Bitcoin, ainsi de suite, ce qui se passe. J'ai une émission spéciale Tether, donc recherchez-la dans le canal et vous allez voir exactement c'est quoi le Tether, qui est derrière le Tether et ainsi de suite, ce qu'ils font. Et ici, maintenant, il y a un problème qui était un problème clé typique duquel Satoshi Nakamoto avait parlé dans le white paper, c'est le problème de double dépense. Et ici, on voit qu'il y a un problème de double dépense pardon, avec le Tether, donc qui est assez vulnérable. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un bug ça pourrait être l'une des raisons. Pourquoi? Si je peux avoir de la double dépense, ce qui veut dire que quoi, je peux créer un nombre de Tether que je n'ai pas et avec ça, je peux réellement influencer le marché, faire des achats et des ventes alors que je n'ai pas ces Tether-là et donc influencer les prix des actifs. Donc ça c'est très important vu que je peux opérer BTC via du Tether ou via autre chose. Donc là c'est un problème qui est très 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 sérieux et voilà que c'est une compagnie cybersécurité, enfin des analystes de cybersécurité qui ont trouvé cela et ils en ont fait part exactement et directement il y a des personnes qui ont réagi pour tenter d'expliquer ce qui se passe mais on a trouvé un bug. Maintenant ce bug là on l'a trouvé aujourd'hui, ça veut dire que si on a trouvé ça aujourd'hui ça date pas d'aujourd'hui. Et donc ça, ce genre de problème-là, il y a pas mal de personnes qui devraient le savoir. Et là, c'est le fondateur de OmniLayer, qui est la plateforme à travers laquelle le Tether a été créé, qui est venu rapidement réagir pour donner une explication à ça. Mais bon, ça fait combien de temps que tu savais que c'était là? Si tu peux nous l'expliquer aussi rapidement, ça fait combien de temps que tu savais que c'était là? Vu que maintenant, il y a des transactions qui peuvent être faussées. Imaginez-vous, j'ai deux Tethers, je peux envoyer deux Tethers à Paul et en même temps envoyer deux Tethers à Janine. Et à la fin, si imaginez-vous que c'est à Amazon et à Alipay et j'achète, je sais pas moi, n'importe quoi, je vais recevoir réellement quelque chose alors qu'il y a un des articles que je devrais pas l'avoir, vu que j'ai pu faire une double dépense. Dans mon wallet, et si j'ai deux, on va dire que j'ai deux Tether, que j'ai envoyé un paiement à Paul, c'est deux Tether de Serge, moins 2 plus 2 chez Paul. Paul m'envoie le bien ou me rend le service. Et que moi, au même moment, je peux faire ça avec Janine. Je devrais être à 0, déjà vu que j'en ai plus. J'ai déjà payé 2 à Paul, mais maintenant moins 2 vu que je ne peux même pas arriver en négatif. Donc là, ce que je dois faire avec Janine, c'est pour ne pas être fait. Mais là, c'est quand même validé. Et Janine aussi, ou me rend un service, ou m'envoie un produit. Et donc ça, c'est un problème. Alors maintenant, mon bête exemple ici avec Paul et Janine, imaginez-vous ça maintenant avec le Bitcoin. Donc, quoi? Ça rejoint ce qu'on a vu au début, le problème des volumes. Ça rejoint ce qu'on a vu au début des manipulations. Et ça ouvre la porte ouverte encore à beaucoup de spéculations sur base de, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer si on a un problème de double dépense et que j'ai un actif ici qui est censé être quelque chose d'audité, enfin l'audit entre parenthèses. Hein, donc vous allez bien voir que dans la vidéo que j'ai publiée que Tether ne veut pas faire l'audit de ce qu'ils ont réellement de Tether. C'est-à-dire quoi? S'il y a 1 million de Tether et que c'est une stablecoin, 1 million de Tether est égal à je dois avoir 1 million de dollars dans un compte bancaire ségrégué quelque part pour backer réellement ce million de Tether. Et ça, ils ne veulent pas le faire. Et là, on a vu qu'ils ont encore augmenté l'inflation de Tether. Et c'est mis où? C'est passé où? On a vu qu'il y avait pas mal de problèmes avec des entités bancaires aussi. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec eux? D'où vient l'argent? Est-ce qu'ils ont réellement ça? Et maintenant, si on va dire qu'il y a 200, je ne sais pas combien, millions de Tether en circulation et qu'il y a un problème de double dépense, c'est-à-dire qu'il peut y avoir le double de Tether qui sont mis en circulation. Donc là, ça veut dire quoi? Les volumes et tout ce que l'on voit est faussé. Donc ça encore, ce ne sont que des théories, mais là, il y a un problème et un problème qui n'a pas été nié. Et c'est ça le pire. Donc maintenant, il faut savoir combien de temps ça dure et jusqu'à quel niveau ça impacte ce que l'on voit. Donc là, vous voyez qu'il y a un gros problème. Donc là, rappelez-vous, comme on avait vu le CEO de Blockchain qui l'a dit, nous sommes toujours dans une phase embryonnaire et comme je dis toujours à tout le monde, clients, amis, enfin ce que vous voulez, ne mettez que ce que vous pouvez perdre dans l'écosystème crypto. Ces rêves de Lamborghini, de villa, d'aller aux Bahamas, de changer de vie, de sortir de la Terre, de m'acheter une fusée et d'aller vivre sur Mars et ainsi de suite, mettez-les en suspens pour le moment. Redescendez sur Terre, il y a une réalité. La réalité est que, voilà, le CEO de Blockchain m'a bloqué mon wallet juste après que j'ai fait un transfert. Alors voilà, je vous le dis, jusqu'à présent, on m'a dit, tiens, il faudrait peut-être que tu reviennes et que tu remettes ça. Déjà, on a limité mon accès aux crypto, donc c'est-à-dire que je ne peux pas acheter plus de 300 euros de crypto à la fois. Et maintenant, je dois faire toute une série de KYC, machin chouette, je ne sais pas quoi, revalider ma personne, alors que j'opère avec le wallet de Blockchain depuis 2014, si je ne me trompe pas. Ouais, donc ça fait 4 ans. Et il y a quelques temps, moins de 1 mois, 2 mois, on me dit, tiens, il y a un problème, wallet bloqué. Donc moi, ça m'est arrivé à moi, ici, moi qui vous parle.
et juste après que j'ai fait un transfert. Il reste quoi, une cinquantaine, soixantaine d'euros. J'ai tout bougé vers un autre. Lorsque Wirex m'avait remis le service des cartes, ainsi de suite, et bon voilà, je le préférais là-bas, et ainsi de suite. Donc voilà, je lui dis tiens, je vais laisser un petit truc au cas où. Il faut toujours laisser un petit truc quelque part. Vous voyez, on revient toujours sur les lieux du crime. Et ben voilà, je l'ai eu dans l'os. Bam. Et maintenant, bah, vas-y, maintenant, recommence à refaire ça. Donc vous voyez que ça arrive. Donc là, maintenant, à ce niveau-là, ça arrive. Des problèmes de double dépense. Qu'est-ce qu'on a eu dernièrement aussi? 51% d'attaque. Et donc ça aussi, c'est là. Exchange ceci, exchange cela. Qui n'a pas eu un problème avec Kraken? Qui n'a pas eu un problème avec Bitfinex? Qui n'a pas eu un problème avec je ne sais pas quoi, avec Bitstamp ou quoi que ce soit? Donc voilà, là, c'est ce qu'on est. Ça, c'est une réalité. Donc, ne mettez pas toutes vos billes dedans, soyez réellement protégés. Oui, on y participe, c'est le capitalisme, on est tous là-dedans, mais prenez vos précautions. Et ça, bah, je ne me lasserai pas de le dire, parce que voilà, moi je dis ce qui m'arrive à moi-même, et ça, ce sont des choses, c'est pas marrant. Maintenant, je suis en train de me dire, ouf, heureusement que j'ai sorti ça, et c'était pas un peu d'argent. Je dis heureusement que j'ai sorti ça, ou sinon, bah tiens, bah là, ça aurait été chaud de redébloquer le tout et de revenir là-dedans après. Dieu seul sait ce qu'ils aient commencé à m'inventer pour me dire, bah non, tiens, tu dois attendre ci, tu dois attendre ça, et on va t'envoyer le FBI, on va scanner rétinien pour être sûr que c'est bel et bien toi, que c'est pas un faux, ou je sais pas moi, un avatar, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Une fois que vous êtes dedans dans le système, on est à leur merci. Donc ça, faut jamais oublier ça. Ok? Donc voilà, on a passé une chouette heure ensemble. Là, il y a eu pas mal de choses qui ont été mises sur pied, des vidéos très 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 importantes, très 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 intéressantes. Donc vous allez avoir les liens, donc regardez-les, étudiez cela tranquillement à votre propre discrétion. Et nous, on reviendra demain pour recommencer cette semaine. Regardez ce qui se passe un peu au niveau Bitcoin, demain c'est la journée Bitcoin, ainsi de suite, et on repart dans une nouvelle semaine. Et bien sûr aussi, à partir du week-end prochain, Global Crypto Research va être là et va arriver. Donc on va aller tout doucement et on va aller dans pas mal de choses qui sont un peu plus croustillantes. Ok? Donc voilà, excellent samedi à tout le monde. Je sais qu'il fait chaud, c'est le début de l'été, on est fatigué, on n'a pas envie d'être là, mais nous on est là, on est consistant, on est toujours ici, on ne bougera pas, on sera là tous les jours. Ok? Grand merci à tous, excellent week-end et on se retrouve demain. Bye bye.